French Touch. Bonjour à tous, et je suis très fier et très heureux d'être avec vous aujourd'hui et sur scène avec toutes ces personnalités de la création française. Alors j'ai choisi un titre un peu ronflant qui s'appelle Libérer l'imaginaire derrière l'écran. Alors je sais qu'on a déjà parlé d'imaginaire sur cette scène ce matin, mais ce que j'ai voulu vous dire, c'est qu'effectivement le jeu vidéo, puisque je vais vous parler de jeux vidéo, on repousse un peu toutes ces frontières de l'imagination et on fait ça essentiellement avec une interface, avec un écran. Et derrière, il y a toujours une équipe de passionnés, de gens très talentueux, des programmeurs, des musiciens, des artistes, des scénaristes, qui effectivement travaillent dans la création de ces mondes imaginaires. Alors, moi j'ai commencé au début des années 90. Il y avait déjà une ambition française très nette, qui était celle du plan informatique pour tous. Pour les plus jeunes s'en souviendront, avec effectivement le Minitel, le TO7, le Bull Micral. Et on peut dire que la France, avec cette politique, a désacralisé finalement l'ordinateur individuel. Et donc ça a suscité énormément de vocations. Et je pense qu'on a cette chance en France d'avoir eu Infogrames, et on a toujours évidemment Ubisoft, Callisto, des entreprises pionnières qui ont permis effectivement d'installer le jeu vidéo français dans le paysage mondial. Alors, je vais vous parler aussi un peu de ma société, Shiro Games, parce qu'il y a eu des belles histoires dans le passé, je vous ai cité Infogrames, mais il y a aussi des belles histoires contemporaines. En l'occurrence, c'est l'histoire de deux copains qui se sont rendus à une game jam. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une game jam, c'est un week-end, c'est le samedi et le dimanche, c'est un peu partout en France. Ce sont des passionnés qui se retrouvent pour créer ensemble un jeu vidéo. Alors il y a des programmeurs, il y a des créateurs, des artistes. Et ces deux copains passent tout leur samedi, tout leur dimanche à travailler. Et puis le dimanche soir, ils sont bien fatigués. Et juste avant d'aller se coucher, ils postent un jeu, le jeu qu'ils avaient créé, sur un serveur, le serveur de la Game Jam. Ils vont se coucher, ils se réveillent, et le serveur a planté. Un trop grand nombre de connexions. Le jeu s'appelait Evoland. C'est un hommage au jeu vidéo, au plus grand succès du jeu vidéo. On passe de la 2D à la 3D. Evoland pour évolution, Land pour terre, terre d'évolution. Et depuis cet événement en 2012, le jeu Evoland a vendu plus de 4 millions d'exemplaires. Alors, c'est vrai que le jeu est inscrit un peu dans nos gènes. Le jeu produit du lien social. Et nous sommes, nous, le jeu vidéo, la première industrie culturelle et créative. Et ça nous engage aussi, ça nous donne effectivement de vraies responsabilités. On m'avait demandé de venir avec un objet. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, évidemment, il y a mon texte aussi de l'autre côté, mais je vous montre ça. Et pour vous, ça, c'est un téléphone portable, on est d'accord? Eh bien, pour moi, c'est une console de jeu. Et c'est la console de jeu la plus vendue dans le monde. Et c'est une console de jeu, aujourd'hui, qui vous permet n'importe où d'accéder, effectivement, à des mondes imaginaires. Et un journaliste m'avait dit, mais Stéphane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la spécificité française? Et moi, j'aurais tendance à dire qu'en France, la créativité, qu'elle soit dans l'architecture, qu'elle soit dans l'urbanisme, qu'elle soit dans la peinture, la littérature, la musique, en France, on a cette chance d'avoir cette source inépuisable d'inspiration. Et j'imagine que lorsqu'on décrit le jeu vidéo comme étant finalement l'art total, alors qu'est-ce que l'art total? Je crois qu'on emprunte, nous, créateurs de jeux, à toutes les disciplines de la création. Alors nous créons des jeux, vous y jouez, et avec ces jeux-là, vous créez vos propres histoires, un petit peu comme si on vous tendait un pinceau et on vous demandait de finir la toile quelque part. Et ces expériences uniques, avec les progrès de la technologie, créent de nouvelles intimités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos expériences, vous les partagez. Dans Animal Crossing, vous partagez ça sur des places publiques. Dans Minecraft, vous pouvez décider, un week-end, de faire de l'architecture collaborative. Vous pouvez dire, allez, on va être 60, et puis on va recréer un monument qu'on aime bien. Vous avez donc, alors même que vous faites partie de cette communauté-là, vous investissez des lieux de création. Et ces lieux de création, vous y passez énormément de temps. Et beaucoup de temps. Alors, évidemment, ces rencontres et ces plateformes d'échange vous permettent de célébrer des victoires, de pleurer des défaites, de rencontrer des joueurs du monde entier. Et donc ça, c'est très, très important pour nous, créateurs et éditeurs de jeux vidéo, de prendre conscience
de la responsabilité qu'on a. Quand on dit qu'on gère des communautés ou quand on dit qu'on gère des opinions, on est face à face avec le consommateur. Et non seulement on n'est pas très habitué finalement de voir le consommateur comme ça face à nous, puisque je vous le rappelle, pendant très longtemps, la chaîne de valeur du jeu vidéo, c'était on passe par un distributeur qui va vendre le jeu en magasin. Aujourd'hui, nos utilisateurs, on leur parle. On est obligé effectivement d'être sur les réseaux sociaux. Et on subit constamment une pression énorme de ces communautés. Donc je pense que nous, créateurs de jeux vidéo, on doit être responsables par rapport à ça et effectivement reconnaître que notre consommateur final a des exigences. Alors c'est un secteur fascinant. Moi je pense que c'est aussi un secteur un petit peu politique. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense que, étant donné que notre univers représente effectivement la première industrie culturelle et créative, nous avons des responsabilités puisque nous sommes vecteurs d'influence culturelle. Et vous pensez bien qu'avec des jeux comme Plague Tale, qu'avec des jeux comme Beyond Good and Evil, avec des jeux comme Life is Strange ou comme War Tales, qui sont des jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires partout dans le monde, nous avons, nous, aujourd'hui, l'obligation, et ça c'est important, de considérer que notre industrie est aussi une certaine forme de soft power, et je sais qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc l'impact économique, vous l'avez compris, il est indéniable. Nous sommes un des moteurs de la croissance française, mais je vous demanderai, la prochaine fois que je joue à un jeu vidéo, de bien réfléchir à la place que vous occupez dans cette convergence entre le réel et le virtuel. Et je pense que la technologie est une valeur cardinale de ce que nous proposons. Et nous savons très bien que nous allons au-devant de grands bouleversements. Je pense essentiellement à l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Je pense aussi à la réalité augmentée. Et je pense que dans cette convergence des contenus, sur lesquels nous sommes très très forts, et sur cette convergence des technologies, sur lesquelles, là aussi, nous avons de vraies pépites en France, je pense qu'il faut s'interroger sur le sens que le jeu vidéo, en tout cas l'espace ludique, donne à ces frontières un petit peu floues et ténues aujourd'hui, qui sont le réel et le virtuel. Alors, j'aurais tendance à dire, et je vais terminer là-dessus, et je pense que je vais bien terminer parce qu'il me reste 35 secondes, je pense que le plus important aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est que nous sommes une industrie très cyclique, et que même si ça fait 40 ans qu'on existe, pour nous, aujourd'hui, ce n'est que le début. Merci de votre attention.